tout le monde. On va commencer la petite présentation. Alors, un sujet très vaste, avec très peu de temps. On va essayer de parcourir plusieurs choses. Donc, on commence par les présentations. Avant de démarrer un petit peu ce programme. Donc, avant tout, je remercie l'équipe de Mutual Audit pour l'invitation et pour l'organisation de cette journée. On m'a demandé, effectivement, donc Bernard m'a appelé il y a 2-3 mois pour me dire ce que tu ne voudrais pas présenter ça. Je vais mettre un petit peu le contexte. Certains parmi vous me connaissent, je vous connais, j'ai travaillé avec certains, d'autres non. Donc si vous permettez, je me présente avant tout. Donc j'ai deux casquettes. Là j'ai la casquette ProCert, donc elle est une certification suisse, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi je suis depuis une quinzaine d'années donc auditeur chez ProCert, auditeur IFS, PRC, j'ai fait du FSCC 2000 aussi. Je suis aussi ATP en PRC, formateur en IFS pour ProCert aussi. Je suis responsable actuellement technique pour le FSCC 22000 et responsable du bureau ProCert Maghreb, parce que je réside essentiellement en Tunisie, donc je gère le bureau de ProCert Maghreb, on a une équipe d'éditeurs aussi là-bas, et des personnes qui travaillent avec ProCert. Donc ça c'est l'étiquette que j'ai en tant qu'auditeur, formateur aussi, chez ProCert. Néanmoins, aujourd'hui je suis là avec une autre casquette qui est la casquette Snap Report. Pourquoi? Donc depuis presque une année, je travaille sur des sujets sur l'IA. Depuis quelques mois, j'ai créé ma start-up qui s'appelle Snap Report, qui est là, donc un site web, qui est parti d'une idée très simple, donc auditeur premier ayant besoin de l'IA, de se dire, voilà, un outil utilisant l'IA sur base de notes vocales ou base de notes écrites, génère un rapport complet, total, avec constat, plan d'action, avec les technologies. Donc là, ça fait quand même presque une année que je travaille dessus avec des développeurs externes. Et là, j'ai créé ma propre boîte avec des développeurs internes, donc avec des jeunes. J'ai 3 ingénieurs extraordinaires, parce qu'ils sont à fond là-dedans. C'est un autre monde. Et là, la question qui s'est posée, c'est pourquoi? Parce qu'en termes de développement avec des boîtes externes, je suis arrivé à un niveau où, en tant qu'expert métier, il y avait une limite que les développeurs ne comprenaient pas. C'était développeurs, donc il y avait vraiment des petits réglages où on n'arrivait plus à s'entendre parce qu'on est arrivé à la limite de ce que peut faire l'IA. Et à un moment donné, je me suis dit, soit je vais prendre ces développeurs-là, leur enseigner le métier de l'audit, c'est un petit peu compliqué, soit moi, je vais me former au b.a.-ba de l'IA, du développement, pour que je puisse comprendre. Et c'est ce que j'ai fait, donc je fais des formations, je suis encore des formations actuellement sur l'IA pour pouvoir comprendre ces jeunes-là et dialoguer avec eux. Et c'est là où, voilà. Donc on travaille sur la plateforme Snap Report qui est en version bêta actuellement. On commence à voir là le but c'est pas de vous présenter les outils mais vraiment de parler de l'IA de manière générale. Mais on a une version bêta sur Snap Report qui commence à donner vraiment des résultats assez performants. C'est-à-dire tout simplement on prend le téléphone, on le laisse écouter une discussion entre un auditeur et un responsable RH. On l'envoie à l'IA et derrière vous avez un rapport IFS qui vient avec la checklist, tout ce qui a été dit devant la case qu'il faut, s'il y a des constats rédigés conformément, l'évaluation ABCD, il a fait d'une manière assez performante. Il peut se tromper bien sûr, mais il laisse la possibilité à l'auditeur de corriger. Bien sûr, après, plan d'action, là aussi, il le fait. Donc là, on a le module IFS actuellement sur version bêta, le module ISO 9001 sur version bêta aussi. Et on pousse l'amélioration, donc la puissance de l'IA derrière. Donc ça c'est le premier projet. Deuxième projet sur lequel on a travaillé, on l'appelait LEARN. C'est un petit peu ELSI, c'est un petit peu la même chose, une plateforme de formation en e-learning, très simple d'utilisation, mais là l'idée c'est que l'IA intervienne pour créer le module de formation, c'est-à-dire voilà, le responsable qualité il est dans son usine, il passe, il trouve, on va voir quelques exemples, un bidon où il n'y a rien dessus, déviation, produit chimique non identifié, prend la photo et il balance à l'IA. L'IA génère une vidéo à partir de cette photo-là, comment faire, QCM, elle envoie sur les téléphones des opérateurs, les opérateurs gèrent la correction, elle est faite, l'action corrective, et vous avez l'évaluation qui a répondu, en combien de temps, combien de personnes se sont trompées. Donc il y a tout un processus derrière. L'idée est un petit peu là, de vraiment faciliter la formation tout en utilisant la puissance des outils IA qu'on va voir maintenant directement. Voilà, on va essayer de voir directement l'IA. Donc le programme, je vais passer directement
au programme les objectifs de la présentation, donc assez rapide. J'ai essayé de faire une petite enquête, on va revenir là-dessus. Je remercie ceux qui ont répondu pour comprendre un petit peu les différents niveaux. Alors, au départ, j'ai fait la présentation sur un PowerPoint. Après, je me suis dit, présentation sur l'IA sans utiliser l'IA, c'est un petit peu quand même limite. Donc, j'ai utilisé cet outil que je ne connaissais pas. J'ai balancé mon PowerPoint, il m'a donné un truc, j'ai travaillé dessus pour le corriger, bien sûr, ça m'a pris du temps. Ça ne fait pas tout, ça c'est clair. Mais voilà, là, donc, juste pour vous dire que voilà, parmi vous utilisez déjà l'IA dans la génération de l'information, donc il y en a qui ont répondu. Donc voilà, ça c'est l'IA qui a fait, hein, c'est pas moi. Mais bon, elle m'a dit, voilà, comprendre les bases de l'IA générative, c'est très bien fait, ça prend du texte, j'aime bien. Découvrir des cas d'usage, voilà, on va essayer de comprendre un petit peu, de voir quelques exemples de ce qu'on peut faire, ce qu'elle est capable de faire. Maîtriser l'art du prompt, là je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer l'art du prompt, même si voilà, il y en a qui savent très très bien déjà, il y en a qui savent moins, mais c'est très important de bien savoir prompter pour utiliser l'IA. Et enfin, risque, opportunité, on va décider après voilà, si c'est opportunité ou risque par rapport à ces outils-là. Donc, première chose, le questionnaire. Comme je l'ai dit, je remercie ceux qui ont répondu. Donc je vois que voilà, le niveau est très hétérogène, c'est difficile de faire une présentation. Il y a des personnes parmi vous qui utilisent tous les jours, d'autres un petit peu moins. Donc voilà, il y a des notions que je vais quand même essayer de transmettre. Je m'excuse auprès qui sont déjà experts, peut-être c'est un petit peu simple pour eux, mais voilà, il faut revenir là-dessus. Donc, premier intérêt, là, vous voyez un petit peu, on a 44 personnes qui utilisent déjà régulièrement l'IA parmi ceux qui ont répondu. Donc à peu près la moitié utilisent déjà, d'autres beaucoup moins, mais ça dépend comment on l'utilise. Et essentiellement, tout le monde a exprimé des craintes concernant la fiabilité et la confidentialité des outils actuels. C'est vraiment la principale crainte. J'ai été surpris de ne pas voir la notion d'environnement sortir. On reprend l'environnement, l'IA, oui, on va en parler, mais je n'ai pas prévu de dire, mais on va en parler. L'environnement, bah, effectivement, il sera impacté, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est une machine qui tourne, donc, mais on en parlera un tout petit peu quand même. Si vous avez des questions, après, n'hésitez pas, bien sûr, on en parle un petit peu en long et en large. Alors, première chose qui me semble, moi, très très importante par rapport à cette notion de l'IA. Alors, vous allez voir que je parle d'IA générative. L'IA, c'est un monde qui existe depuis les années 50. L'IA, on l'a sur notre téléphone. Quand on regarde Netflix, c'est l'IA. YouTube, c'est l'IA. On ne va pas parler de ça, on parle d'IA générative. Donc, ce sont des outils qui vont générer du texte, de l'image, de vidéo. Il n'y a que ça. Aujourd'hui, on parle que de ça. L'IA générative, donc, ça fait partie de l'intelligence qui utilise des algorithmes, hein, tout simplement. Ce qui est important pour moi, c'est cette photo-là. C'est aujourd'hui ce qui fait beaucoup de mal à l'IA dans le monde francophone dans lequel j'évolue, c'est le mot intelligence. Le mot intelligence a créé un blocage énorme depuis qu'il est sorti. Et c'est faux, puisque AI c'est intelligence, ça vient du mot anglais. Intelligence en anglais, tel qu'on le voit ici, c'est renseignement, c'est données. La CIA, c'est pas de l'intelligence, c'est le renseignement. C'est le traitement de données artificielles. Ça n'a jamais été une question d'intelligence. Donc pour moi, c'est très très important de ne plus parler d'intelligence, parce que c'est là où on va essayer de comparer par rapport à l'homme, l'IA prend la place de l'homme. Non, ce sont des outils très performants, extraordinaires, mais des outils. Donc là, on va parler d'outils, on ne va plus parler d'intelligence. Il faut effacer ce mot-là du lexique. Intelligence artificielle, c'est un outil comme un autre, tout simplement. Donc, pour revenir à ces IA, ce qui nous intéresse, c'est les LLM. Le mot LLM va revenir très souvent dans cette présentation-là. C'est ce qu'on appelle les modèles de langage grande taille, Large Language Model. Les LLM, c'est les fameux ChatGPT. Ça, c'est le premier qui a fait beaucoup de sensations, c'est ChatGPT, ce sont des LLM. Donc là, on va parler que de LLM. Ce sont des modèles basés sur l'IA qui génèrent des textes, génèrent suite à des prompts. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors les LLM, donc, première grande capacité d'analyse, il faut savoir que ce sont des outils. Pourquoi ils ont cette capacité-là de générer du texte? Tout simplement parce qu'ils ont été entraînés sur des données. Donc c'est simple, ces outils-là, on leur a donné tout ce qu'il y a sur le web. On a scanné toutes les librairies et les collections de livres qui ont pu être scannés pendant des années.
tout ce qui est base de données des hôpitaux, tout ce qui est base de données scientifiques, et on les a injectés dans ces LLM-là. C'est pour ça qu'ils en savent plus que nous, c'est aussi simple que ça. Là, je vous donne une petite idée. Donc, après GPT-3, qui a été lancé en 2022, 2 ans, 3 ans, a été entraîné à peu près sur 300 milliards de tokens. On va voir ce que c'est qu'un token, c'est l'unité qu'utilisent les LLM pour communiquer, c'est des mots. Donc 300 milliards. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un Llama 3, vous allez voir ça, Llama 3, c'est l'IA de Meta qu'on retrouve sur Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est Llama qui est là-dessus. Il a été entraîné sur 15 trillions. Donc vous voyez, en 2 ans, on passe de 300 milliards à 15 trillions. Donc il y a une avancée énorme. Donc ces LLM absorbent énormément d'informations en eux pour être entraînés. Donc ça, c'est... Alors, pourquoi j'ai fait ça? Je pense que tout le monde connaît ces petits trucs-là, les CAPTCHA, les fins de CAPTCHA. Ça, c'est pour dire qu'on a tous, involontairement, jusqu'à aujourd'hui, participé à l'entraînement des LLM. En fait, à chaque fois que vous avez répondu à un CAPTCHA pour mettre ces petits trucs comme ça a commencé comme ça, maintenant c'est très compliqué. Maintenant, c'est reconnaître un chien d'un chat, reconnaître une moto, c'est assez... On voit que ça évolue. En fait, à chaque fois que vous répondez, vous entraînez une IA à reconnaître une lettre. Ça a été au départ pour que l'IA puisse lire des livres, manuscrits, tout type de livres, donc reconnaître les caractères. C'est pour ça elle a pu s'entraîner sur ces domaines-là, et c'est grâce à nous, tout le monde qui a pu participer, c'est lui dire, voilà, ça c'est un 6, ça c'est un 9. Et maintenant, on entraîne des IA pour pouvoir tout simplement conduire des voitures sans pilote pour faire ça, simplement. C'est l'entraînement, et c'est un outil qui a été mis, vous pensez que c'est des codes, mais on participe à l'entraînement de l'IA, simplement en utilisant ça. Donc, capacité d'analyse, avantages et limites. Bien sûr, on va revenir sur les risques, mais là, avantage significatif, ça en est clair, rapidité du texte, capacité à produire du contenu structuré. Alors, contenu structuré, en fait, ce qui est un petit peu extraordinaire ici, c'est pas le contenu structuré, c'est un petit peu le côté anthropomorphique de l'IA, c'est-à-dire on dirait qu'il y a un humain qui part derrière. Et c'est ça, ce qui nous induit en erreur, c'est qu'on dirait qu'on pense qu'on est face à quelqu'un, sauf que on va voir qu'elle est capable de faire énormément de bêtises aussi, de générer des bêtises, et on va voir comment dialoguer avec elle. Donc, les hallucinations, et c'est là où je vais peut-être faire un petit exemple, ce qu'on appelle hallucination, l'IA hallucine. L'hallucination, c'est quoi? C'est tout simplement un LLM, quand on lui pose une question, quand on lui demande de faire un travail, on va voir comment ça fonctionne un petit peu, hein, ce qu'on appelle la vectorisation. Il va chercher dans sa base vectorielle, s'il ne trouve pas l'information, il ne va pas dire « je ne sais pas ». Il va donner la réponse qui est la plus proche de ce qu'il a trouvé. Donc il va créer une réponse, c'est ce qu'on appelle hallucination. Alors je me rappelle très bien en 2022, quand on posait une question à GPT-3, on lui disait quelle est la couleur des ailes d'une vache, il va dire noir. Parce que pour lui, il va regarder, il va trouver des ailes à côté, il n'a pas trouvé la vache, il n'a pas trouvé un oiseau, mais l'oiseau, la vache elle est noire, ben c'est noir, il dit que c'est noir. Actuellement, bien sûr, ça s'est énormément amélioré. Néanmoins, on va voir un petit exemple. Voilà une petite vidéo d'un des outils qu'on développe aussi, c'est Snapchat, de ce qu'on appelle un chatbot. Ça, c'est un chatbot. Alors voilà, le petit exemple, c'est ça là. Donc là, ChatGPT que vous connaissez, là, je lui pose la question, résume les critères G3 de l'EDUQUOIS. L'EDUQUOIS, c'est un label suisse sur l'éducation. Il y a des principes, il y a des critères dedans. Et là, voilà. On voit bien que ChatGPT version 5 ici va me dire il n'a pas trouvé le G3, donc il va pousser le raisonnement un petit peu plus. Il est beaucoup plus performant. Il dit qu'il n'a pas trouvé. Ça, c'est la dernière nouveauté de ChatGPT 5. Donc là, sinon, il va donner un résultat. Là, si je pose la question, même chose, Mistral, donc le LLM français, tout le monde a la même chose. Là, Mistral va créer G3, donc il me dit, voilà, même si j'ai fait une petite faute orthographe, mais je l'ai laissé, résumé de la critère, mais il part sur une réponse qui est complètement différente. Donc ChatGPT, si je reviens, il a répondu, il a créé une donnée complètement, si on regarde bien, le cadre de l'EDUQUOIS, le label qualité suisse, objectif, point clé, importance, donc il est capable de générer une très belle réponse
que je peux utiliser sur un PowerPoint, prendre ça, sauf que le G3 n'existe pas. Il n'existe pas. Dans la norme, il y a un G1 et un G2, il n'existe pas G3. Et là, on parle bien d'une hallucination. Et là, c'est le danger pour quelqu'un du métier, mais qui n'est pas expert, de prendre cette réponse-là et de travailler dessus. Voilà, ça, c'est la limite du... Par contre, même chose, ça a été créé. Par contre, là, on est sur même chose, sur un chatbot qui utilise ChatGPT. Voilà. Et là, c'est un chatbot qui utilise la RAG. On va voir ce que c'est que la RAG, donc une génération augmentée. On lui a donné des données supplémentaires. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas résumer le G3 car il n'apparaît pas dans les sources disponibles de la norme du poids. Donc là, il n'hallucine pas, mais ça, c'est un LLM qui a été amélioré. On a travaillé dessus pour qu'il puisse être expert dans ce domaine-là et ne pas dire des bêtises. Ouais. Donc ça, c'est... Pardon? Agrandir un peu, parce que le texte est machin. Voilà, ouais. Je sais pas si ça entendait. Ouais, c'est une vidéo, c'est un petit peu... Ouais. Contrôle plus, c'est pareil. Ça a retenu. Non, c'est une vidéo que j'arrive pas. Une vidéo sur ça. Mais c'est juste pour, voilà, pour vous dire un petit peu, parler vraiment de la notion d'hallucination. C'est des limites aujourd'hui. Il faut juste en être conscient, c'est tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'un LLM hallucine, derrière on ne prend plus, il ne faut plus être copier-coller de ce qu'il donne et on l'utilise derrière, on le relit. Alors en veille réglementaire, je ne vous dis pas, hein, il m'a sorti des trucs, il a créé des arrêtés de tribunal, du machin, un truc. Donc c'est très bien structuré, mais après quand vous rentrez, vous essayez de trouver votre mot, vous lui posez la question, il va s'excuser. Ah désolé, ça n'existe pas. Oui, tu as raison. Ouais. Mais ça a été énormément limité aujourd'hui par les dernières mises à jour, les derniers LLM. Ça s'améliore. Mais néanmoins, plus on rentre dans le détail de l'expertise métier, plus il va halluciner parce que tout simplement, si on lui pose des questions sur l'IFS très techniques, il va pas parce qu'il n'a pas accès au PDF de l'IFS. Par contre, il a accès à tous les FAQ des organismes de certification, à tous les blogs des consultants, des sites de consultants. Là, mais s'il ne trouve pas l'information, il va la créer automatiquement. Donc, LLM, un petit peu on a compris ce que c'est. Le panorama. Alors, LLM, il y en a plein. Alors, vous en connaissez, bien sûr, GPT, ChatGPT, tout le monde connaît, c'est le plus fameux, c'est le plus utilisé. Pardon? En fait, j'ai besoin de vous entendre, mais j'entends tout. Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Donc, Mistral aussi. Alors, il y a ce qu'on appelle les open source. Je vais vous expliquer un petit peu de les open source. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises comme Mistral qui développent des LLM qui sont open source et vous pouvez les télécharger sur votre PC si vous avez une machine puissante. Je ne pense pas aujourd'hui, c'est pas. Ou une entreprise peut le faire, mettre ça sur son serveur. Des développeurs, comme on fait nous, on télécharge, on teste. Donc là, c'est des LLM open source. Petite taille, c'est pas les gros GPT. Alors ChatGPT, c'est pas un seul LLM, on appelle ça un LLM multimodal. Pourquoi multimodal? Parce que quand vous posez votre question sur ChatGPT, derrière il y a plusieurs agents qui vont travailler, ce n'est pas un seul. Il y a un agent qui va travailler la photo, un autre la vidéo, d'autres. Donc c'est ce qu'on appelle multimodal. Par contre, ce qu'on appelle les open source, ça c'est des agents qui ne sont spécifiques seulement à la génération de paroles, par exemple. Autre chose, voilà, on a par exemple, je fais assez vite, mais par exemple, vous pouvez voir ici un petit peu, si c'est pas très clair, mais je vous donne un lien pour le voir. Ce sont le palmarès un petit peu, ça c'est un site aussi qui est en libre open source. Ce sont des développeurs qui donnent leurs avis sur tous les LLM. Aujourd'hui, il y a plus de 200 LLM dans le monde. Tout le monde est en train d'en faire. Voilà, donc vous voyez un petit peu les meilleurs, les mieux notés dans le monde actuellement. Vous voyez que ce n'est pas ChatGPT qui est le mieux aujourd'hui noté par les LLM, on est plus sur généralement c'est les éléments de Google. Gemini, c'est généralement VO pour le texte vidéo, image vidéo. Vous pouvez aussi utiliser, ça c'est intéressant pour vous, alors si je peux, ça marche.
Voilà, il vérifie que c'est pas. Ça, tout simplement, cet outil-là, c'est un outil open source. Vous pouvez l'utiliser chez vous comme vous voulez. Tout simplement, il vous donne accès à plusieurs LLM en même temps. Vous avez la même structure que ChatGPT. Vous tapez votre question, sauf que ici, vous voyez, vous venez, c'est gratuit. Hein. Voilà, vous mettez par exemple. Voilà. L'Arena. Lama, faites Lamarena. Je vais revenir là-dessus. Alors, vous mettez side by side, vous mettez ici, vous avez une petite flèche et vous pouvez sélectionner le LLM que vous pouvez tester. Par exemple, je peux mettre ici, par exemple, le Gemini 2.5 Pro, le dernier Gemini de Google, et je peux le tester, par exemple, aller m'amuser, par exemple, avec Mistral. Et là, quand je pose ma question, je peux dire n'importe quoi, non. Il va tout simplement questionner les deux LLM en même temps et donner les deux réponses. Donc ça vous donne, en tant qu'utilisateur, voir un petit peu quelle est la capacité de chaque LLM de donner une bonne réponse. Chacun dans son domaine. Alors, si vous allez coder, par exemple, vous allez chercher un code, utilisez Claude. Ça directement, c'est le meilleur d'Anthropic. Vous voyez? Donc là, on voit les deux LLM, Gemini et Mistral, qui répondent en même temps. Donc vous pouvez faire ça autant que vous voulez, c'est gratuit, c'est assez amusant de voir un petit peu la différence de réponse et la même question, le même prompt de deux éléments. Et la question que tu avais posée, si c'est pas indiscret et que tu viens de lui poser, et tes réponses, là, 2, 3, la différence entre les deux, c'était quoi là? Je mis vraiment n'importe quoi et je crois qu'il a répondu n'importe quoi. D'accord. les deux ont répondu n'importe quoi, mais les deux, voilà. Voilà, là, la limite Mistral. Il a mis voilà. Fabrice et il pose des questions. Ceci dit, quand on pose une question avec le même prompt à ChatGPT à différents moments, Ouais. on va avoir des réponses différentes. Ah oui, voilà. Voilà, je vais essayer de l'agrandir, c'est mieux. Donc vous voyez, là, quand je dis le side by side, voilà, vous pouvez, vous pouvez utiliser tous ces éléments-là. Voilà, le DeepSeek, le fameux chinois. Lama, c'est celui de Meta. QWayne, c'est le dernier de Alibaba, le fameux site Alibaba, ils ont fait leur truc aussi. Hein. Donc voilà, bon, bien sûr, il y en a énorme. Vous pouvez Donc, c'est par très contre, si on ne les connaît pas... Mais c'est ça, c'est qui est sympathique, vous pouvez les connaître à travers ça. Vous pouvez les tester, mais après, voilà, les meilleurs, Fuji, en termes, dans notre métier, c'est Gemini 2.5 si vous pouvez à la version Pro, ChatGPT 4, ou rester sur le Fall O plutôt que le 5, il est un petit peu compliqué. Si c'est pour coder, voilà, ça c'est vraiment pour la génération d'idées, on va voir un petit peu comment ça marche. Mais c'est toujours intéressant. Et vous dites, on pose la même question, on a des réponses différentes. Bah oui, parce qu'on va voir comment ça fonctionne. C'est une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, derrière, on comprend très vite aussi pourquoi ça donne des réponses différentes en fait. Là, autre chose aussi, pour ceux parmi vous qui ont une expertise là-dedans, d'après le questionnaire, oui, là aussi c'est un site qui s'appelle Ollama, c'est open source. Ce site-là, vous voyez, petite vidéo, voilà, ChatGPT OSS par exemple, tout simplement, c'est un site tout simplement qui vous permet de l'installer sur votre PC et de télécharger des LLM sur votre PC. Donc là, vous avez tous les ce site-là répertorie tous les LLM open source gratuits que vous pouvez télécharger sur votre PC. Par contre, il faut juste, il y a des petites applications aussi qui vont regarder ce que vous avez comme potentiel sur votre PC et vous dire si le LLM peut fonctionner ou pas. Parce que ça demande énormément de CPU, de RAM et de GPU. Les GPU aujourd'hui, c'est vraiment le moteur. C'est pour ça que des boîtes comme Nvidia aujourd'hui cartonnent, envahissent le monde parce que c'est eux qui fabriquent les GPU. Donc si vous... Oui. Le nom Oui, vous l'avez sur le formation. Ça s'appelle Ollama. O-L-L-A-M-A. Vous l'avez sur le PowerPoint. Là, c'était juste pour, par exemple, GPT OSS a été lancé il y a quelques semaines. C'est la première fois qu'OpenAI, ça appartient à OpenAI, c'est la première fois qu'OpenAI met sur le marché un LLM open source. Donc on peut utiliser, sinon parce que chez GPT 5, il faut payer ou utiliser. Mais sinon, les plus connus, DeepSeek,
Lama de Meta aussi. Nous, dans les tests qu'on a, par exemple, chez Snap et Deport, on a téléchargé des Lama, c'est parmi les plus performants. Voilà. Donc ça, c'est si vous pouvez, voilà. Tout ça, et vous avez des petites données là-dessus qui vous donnent la taille et la puissance du LLM. Mais quand tu dis qu'il faut télécharger le LLM, par exemple, sur son ordinateur, c'est Ouais. quoi? C'est un lien qu'on télécharge ou c'est Non, l'ensemble des c'est données comme vous qu'il y a sur le téléchargez un LLM? petit logiciel, c'est exactement la même chose. Ça va être énorme la taille de ces machins. Oui, là, vous avez là on vous met à peu près la taille, mais c'est pas la taille en elle-même, la taille elle est pas grande, c'est la puissance des GPU que vous avez sur votre PC qui permet de fonctionner. Ça peut soit Qu'est-ce que c'est les GPU? les GPU, c'est un intégrant de la carte graphique, ce qu'on appelle. Il y a le CPU, le processeur, et le GPU, c'est la puce qui permet à une IA de tourner. Ceux qui connaissent le gaming, qui ont joué, on a toujours cherché des PC avec des cartes graphiques puissantes NVIDIA pour les faire fonctionner les PC. Sur votre PC, vous avez généralement un petit sticker où il y a écrit NVIDIA parfois. NVIDIA, c'est le premier fabricant de GPU, c'est des puces qui font tourner les IA. Et aujourd'hui, c'est la course à la puissance. Dernier investissement de NVIDIA dans l'OpenAI, c'est 100 milliards de dollars pour installer 400 000 GPU dans le nouveau centre de données de OpenAI pour faire tourner leur IA. On est vraiment sur une course d'armement. C'est quoi l'intérêt de télécharger le LLM? Alors, effectivement, l'intérêt de télécharger pour ceux qui aiment s'amuser, c'est d'avoir son IA à soi. C'est-à-dire, on va l'installer. Ouais, parce que là sur le marché aujourd'hui, il y a des PC qui sont équipés de GPU capables de faire tourner des IA. Ça coûte un petit peu plus cher, dans les 3 000, 4 000 euros, mais ça commence, mais ça va tout simplement baisser. Donc, c'est le fait d'avoir un PC comme celui-là, avec mon IA, et que je peux faire tourner même hors connexion. Il n'a pas eu besoin d'Internet, elle est installée dans mon PC. Simplement. Et il évolue avec ce qu'on dit. Alors, non, il n'y a pas de processus d'apprentissage. Vous pouvez lui apprendre par ce qu'on appelle le fine-tuning. Vous pouvez améliorer une IA. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui, mais les outils petit à petit s'améliorent, se mettent à jour, deviennent gratuits pour pouvoir améliorer. Donc on peut avoir son IA sur son PC avec son chatbot qui nous connaît, qui connaît nos documents, qui parle comme nous. Donc vivre, ça c'est possible. Avec voilà, Mistral par exemple, vous pouvez l'avoir sur votre PC, dans votre entreprise bien sûr, si vous avez des entreprises, ça aussi il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Je vous dis voilà, tout simplement, là actuellement on développe des choses, chez Snap et Deport, on a des développements avec des clients, des prospects, on leur pose la question, est-ce que vous voulez utiliser des IA externes, donc on met des API à ChatGPT, ou avoir votre propre IA. Donc, ce propre IA, mais il faut avoir le matériel, il faut avoir la maintenance derrière. C'est ça, donc ça ramène aussi à ce petit lot de problèmes. Mais en termes de sécurité des données, là, on n'a plus cette peur que les données sortent vers le serveur de OpenAI et reviennent. Bah, ça reste chez nous, dans le serveur. Alors, bien sûr, on n'a pas la même puissance aussi. On n'a pas l'évolution. On ne va pas évoluer un ChatGPT 5, 6, 7. Si on a la nôtre, elle va rester comme ça. Mais après, c'est comme une voiture en fait. On n'a pas besoin d'une Ferrari si on se balade autour de chez soi. C'est exactement ça. Et pourquoi je vais parler d'environnement? Je dis, j'ai pas prévu de DIA, mais j'en parle là. Si vous utilisez votre propre IA un jour dans votre PC ou quelque chose qui est, vous consommez beaucoup moins, mais alors énormément moins, que d'aller poser une question à ChatGPT où là, ça va déclencher une armée de GPU et là, ça va commencer à consommer de l'électricité de l'eau. Donc ça, c'est l'intérêt pour des entreprises qui veulent avoir aussi des objectifs d'ordre environnemental. Voilà, c'est très important ce que vous avez pour votre propre IA, vous utilisez des API. Utiliser des API, c'est beaucoup plus simple, mais vous consommez beaucoup plus d'eau et d'électricité. Donc, je reviens un petit peu à ma présentation. Alors, quelques exemples d'IA.
tout le monde connaît la génération de texte, l'IA, mais voilà, les modèles qu'on a sont capables de générer des images. Là, désolé, c'est vraiment, ça se voit pas du tout, mais voilà. Là, c'est ce qu'on appelle voilà, une IA qui fait du texte to image. Vous lui donnez une image, voilà, comme je l'ai dit, responsable qualité, qui prend une photo à bidon. L'IA, elle est capable de générer la même image avec le nom du produit dessus. On va voir très bien, mais c'est possible. Voilà. Ça, avec un simple prompt. Voilà, le prompt génère une main qui note sur le bidon le nom. Ça, c'est dans les cordes des LLM actuellement. Autre exemple, génération de vidéo. Voilà, une vidéo comme ça, elle est générée avec ce simple prompt. C'est juste cette phrase-là qui a donné cette... Donc c'est-à-dire que cette femme-là, elle n'existe pas, cette usine-là, elle n'existe pas. Vous voyez? Génération de vidéos, ça c'est très simple aussi. Aujourd'hui, il y a des IA qui génèrent des films. On va commencer à avoir des Oscars de films générés par l'IA. Ah oui, ça commence. Comme les ventes aussi de tableaux générés. Il y a un tableau généré par une IA qui était vendu aux enchères à 400 000 $. On commence à entrer dans un monde de folie. Complètement. Elle a des manches courtes dans une usine d'agroalimentaire. Pardon? C'est un problème de prompt. C'était pas précisé. Ben, avec son t-shirt perso au-dessus. Alors, autre exemple, là je peux vous montrer par exemple, Elle a ça, l'œil, c'est parmi les outils qu'on teste aussi au bureau, ça c'est une photo que j'ai prise par mon téléphone, ça c'est mon bureau, c'était là où on travaille, avec un prompt, génère une vidéo avec une main qui nettoie la table de cette photo. Là ça on voit pas très bien, mais oui. Vous voyez ce qu'il y a capable de faire avec un simple prompt. Donc vous imaginez, pourquoi je vous montre ça? Pour un petit peu projeter un petit peu dans l'avenir de la formation, dans l'industrie agroalimentaire, dans la sensibilisation, dans la création de contenu en tant que formateur, parce que tous des formateurs, des consultants, ce que vous pouvez faire sur une DIA, sur une image, ça remplace beaucoup, surtout les vidéos aujourd'hui, c'est très simple. La nouvelle génération qui est là ne communique que par vidéo. D'ailleurs, nous aussi, on commence. Qui ne fait pas ça une fois par jour? À regarder YouTube, à regarder Facebook, à regarder. Aujourd'hui, le support, ce n'est plus le texte, personne ne lit. Ça, c'est faut oublier, c'est les vidéos. Donc, générer du contenu à partir des vidéos. Vous voulez cibler quelque chose, c'est vidéo. Vidéo, format YouTube. Ça, tout le monde est formaté là-dessus. Encore plus ceux qui ont 20, 30 ans. Et ça, vous l'avez fait avec quelle AI? Pardon? Vous l'avez généré avec quelle AI? C'est un ensemble d'AI. En fait. Il y a du VO de Google, mais il y a un ensemble. En fait, on est en train de travailler pour le projet Learn, justement, sur un ensemble d'AI avec des algorithmes pour pouvoir générer une vidéo éducative à partir de 2-3 images. Et donc le système derrière génère, comme vous dites tout à l'heure, par exemple, pour éviter par exemple, d'avoir une Charlotte. C'est pas mal, mais ok, vous la voyez, d'avoir. Voilà, c'est-à-dire que. Il faut la corriger comme elle dit derrière. Vous lui dites génère-moi quelqu'un qui essuie une table, la table elle peut être bleue, blanc, rouge, voilà, il faut lui dire. Mais l'intérêt c'est qu'on puisse générer des vidéos à travers d'images réelles, prises dans le contexte d'une entreprise, et pas des génériques. Dans mon entreprise, je peux générer un film dans mon entreprise à partir de ce système-là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que même l'ombre, je ne sais pas si on voit bien, on ne voit pas très bien, même l'ombre de la main. Voilà. L'ombre de la main, elle est générée derrière. C'est-à-dire que c'est généré. Là aussi, quand on regarde ça, on se dit, je ne peux plus croire à une vidéo. Parce qu'on peut tout générer. Tout générer. Tout, ça fait peur. Parce que je vois les outils qui j'utilise, ça fait vraiment très très peur. Parce que je prends une photo d'une personne, je peux en faire ce que je veux. À partir d'une photo, on peut faire ce que je veux. Oui, c'est vrai que quid des preuves qu'on nous envoie dans les preuves de correction. Oui, exactement, c'est ça. Exactement. Correction, voilà, vidéo, image, questionnaire, vous avez tout. Vous prenez tout de suite ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez lui dire, voilà, j'ai d'autres vidéos. Tout est fait. C'est des outils très puissants en termes de gestion des corrections, effectivement. Sensibilisation sur le texte. Il n'y a pas de d'image, ça c'est clair.
Comment déterminer si l'image elle est fausse, vraie, si Alors, en termes dans le fake news, on peut faire une formation sur le fake news sur l'IA. Il est évident que ça, c'est parmi les risques qu'on a. Aujourd'hui, on n'a pas attendu l'IA pour faire des fake news. Par exemple, personnellement, je vois des faux certificats quand j'audite. On en avait vu aussi. Des faux rapports d'analyse. Ça existe. Ça, c'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, l'IA peut vous générer pas seulement un rapport d'analyse, mais une fausse vidéo, une fausse ce que vous voulez. C'est une discussion qu'on a avec, sur le futur métier de l'audit. C'est bien d'ouvrir cette parenthèse, parce que c'est parmi les risques et les discussions qu'on a sur d'autres outils sur lesquels on est en train de réfléchir. Quel est l'avenir du métier de l'audit aujourd'hui? Si on a parlé de logiciels, de l'IA aujourd'hui, l'IA peut vous faire une procédure d'achat, une procédure de réception en 2-3 secondes. On la met sur système documentaire. Après, je peux mettre une IA qui va lire cette procédure-là. Donc les deux IA vont communiquer pour faire l'audit finalement. Donc quel est l'intérêt? Et ça peut être la même IA, si moi j'utilise OpenIA et eux utilisent OpenIA. Donc quel est l'intérêt donc l'intérêt il va être sur le terrain. Et finalement, le métier de l'audit va évoluer vers minimum de revues documentaires. Pourquoi je passe moi à la moitié de mon audit à lire des procédures et à voir comment l'enregistrement il a été fait. Alors que le métier de l'auditeur, c'est d'être sur le terrain, c'est d'observer. Oui. Donc le métier va évoluer avec l'IA, ça c'est indéniable, peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas dans 2 ans, mais à un moment donné, il n'y a aucun intérêt à aller relire des documents, à aller lire des documents, consulter des enregistrements, puisque l'IA est capable de les faire à ma place. Le problème aussi, Ah oui, c'est que même pour ceux qui génèrent les documents aujourd'hui, parce que quand on écrit une procédure, ça oblige à réfléchir à réellement ce qu'on fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Au-delà du temps d'écriture, c'est l'effort intellectuel de se dire il y a tout l'effort intellectuel et du coup l'identifier, on va corriger. C'est pour ça que c'est long d'écrire une procédure, c'est pas l'écriture en texte en soi. C'est parce qu'au moment où on pose une procédure par écrit, on se pose des questions sur est-ce que c'est réellement fait, est-ce que c'est pas fait, est-ce que c'est modifié, est-ce que c'est tout le temps, est-ce que c'est pas tout le temps. Et en fait, le risque, c'est qu'avec l'IA, on va pouvoir générer en effet de la procédure, mais la procédure, on peut la générer comme on veut, c'est pas le souci. La question, c'est est-ce que ça correspond à ce que fait l'entreprise et est-ce que c'est exactement. Parce que entre nous, comme vous êtes basé en Tunisie, vous connaissez le truc, moi j'étais basé en Grèce longtemps, je crois qu'il y a pas mal de similitudes. Mais en Grèce aussi, on vendait des systèmes qualité clés en main. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est des consultants toujours, oui, on vend toujours ça. Personne ne les avait lus, personne ne les avait compris. Il y avait des papiers qui étaient tous. Voilà. Le problème existait déjà. Il existait déjà dans les pays qui avaient moins la culture de l'écrit, la valeur de l'écrit. C'est à la limite aujourd'hui la question qui se peut se poser, quel est l'intérêt d'avoir une procédure documentée avec ces outils-là? C'est des réflexions, ça va venir de toute façon. Parce qu'en effet, on peut générer de l'écrit comme on veut, mais la question c'est est-ce que l'écrit nous apporte quelque chose? Et dans ces cas-là, il n'apporte rien. Alors qu'avant, il apportait quelque chose, ce qui permettait de poser ce que il y a beaucoup de risques, ça c'est clair, mais voilà, le problème c'est qu'on est face à une puissance une machine qui tourne, qui va nous écraser, mais il faut la suivre pour pouvoir gérer ça. Et moi j'ai juste une remarque, moi j'ai beaucoup d'auditeurs en Allemagne. Bon, en Allemagne, ils ont intégré SAP depuis très longtemps, beaucoup plus longtemps que nous, et tout est automatisé. Les gens en fait ont juste à cocher des cases, donc ça leur indique pas que c'est le moment de faire le contrôle. Et j'ai été très surprise par du coup la perte de niveau des gens en fait. Et quand il y a le moindre problème, alors là pour le coup, si SAP ne sait pas le résoudre, on est mort. On est mort. Oui, c'est vrai. C'est la perte là aussi. Moi j'ai peur pour mes enfants. Utilise ça et ça peut rédiger, ça peut écrire. C'est exactement ça. La paresse intellectuelle s'installe. Oui, complètement. Mais moi je vois dans les entreprises que je dis sur les procédures, l'intérêt aussi de la procédure, c'est sa fonction de transmission d'une personne à une autre. C'est-à-dire qu'on est dans une phase d'apprentissage et qu'à un moment donné, la personne, on la laisse en autonomie, mais l'intérêt de la procédure, c'est de pouvoir s'y référer. Parce qu'en fait, derrière, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, doit prendre une décision. Et cette notion de prise de décision, il faut que... Elle reste. Humaine. Oui. C'est l'importance de la validation humaine dans ces systèmes-là. On n'a pas pu faire mais ça ne va pas s'arrêter, c'est ça le problème. Alors,
J'ai pris un petit moment pour qu'on puisse comprendre comment fonctionne cette petite bête-là. Parce que c'est important de savoir comment ça fonctionne pour déjà comprendre l'outil en soi et des fois et comprendre les prompts. Donc, en 2-3 mots, même si je n'ai pas d'expertise là-dedans, mais j'essaie de comprendre quand même. Voilà, un petit exemple. Une phrase, l'audit qualité réduit les risques produits. Donc là, le LLM, quand il a ça, comment il va le lire? Première chose, il faut savoir qu'un LLM ne lit pas. Il ne sait pas lire, il ne lit pas, il ne regarde pas, il ne voit pas, il ne dit pas. C'est un autre fonctionnement complètement différent. Donc, la première chose qu'il va faire, il va tokeniser. C'est le mot token. Token, c'est jeton. Donc, ça a été un token, c'est un ensemble de caractères. C'est généralement 4, voire maximum 5 caractères. Donc, il va décomposer ce que je lui donne. Donc, l'audit qualité réduit les risques produits. Donc, déjà, il va enlever ce qui est superflu, le L, à côté, le E, le machin, et il va le diviser en tokens. Et là, par exemple, qualité, il a divisé en cal, tout simplement, et un autre token IT. C'est comme ça qu'il le divise. Pourquoi cette notion a été créée par les développeurs? Parce que simplement, comme je dis, l'IA utilise tout terme de caractère, pas qu'en anglais qu'en français. Le chinois, par exemple, n'a rien à voir avec les langues latines. Donc il fallait trouver un moyen de diviser cette information. Pour lui, c'est une information, rien d'autre. Donc à partir de là, il va diviser les tokens. D'ailleurs, les tokens, c'est l'unité avec laquelle, si vous utilisez, pour ceux qui utilisent des API de ChatGPT par exemple ou autres, les API c'est un pont qu'on met entre une application et OpenAI. Donc il va chercher, questionner OpenAI et revenir. Comme tout à l'heure le chatbot, il utilise une API OpenAI, donc il va questionner OpenAI et revenir là, il va envoyer des tokens et recevoir des tokens. Et nous, on paye au token. Donc la facture qu'on reçoit de OpenAI, c'est en nombre de tokens. Quand vous faites un abonnement ChatGPT ou autre payant, vous avez un certain nombre de tokens par mois ou qui sont gratuits. À partir de là, il va bloquer ou il va vous envoyer une facture. Donc tout se fait sur cette unité-là, les tokens. Donc on calcule à partir de là. Et quand ChatGPT nous dit vous pouvez joindre des documents oui. Pour créer quelque chose, en fait, oui. il ne le dit pas. Non, il ne lit pas. C'est ce qu'il fait. Mais voilà, on va voir effectivement c'est ici. Il ne lit pas, il s'en fout complètement. Mais au fait, même si voilà, quand vous lui donnez un document, la première chose qu'il va faire quand vous lui donnez un document, c'est comme ça, diviser déjà tous les mots en tokens. Pour lui, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle la vectorisation. C'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, chaque token va être mis dans un vecteur. Donc des vecteurs, ça c'est un exemple, ça peut être des vecteurs par exemple, OpenAI utilise des vecteurs 1366 vecteurs. Ça c'est une vectorisation à 10 dimensions. Donc les mots tout à l'heure que je lui ai donnés, les tokens, il va les mettre comme ça, sous forme de vecteurs, et il va les projeter tout simplement dans un espace tridimensionnel. C'est comme ça qu'il voit. Et c'est comme ça qu'on a, par exemple, il va, pour lui, le mot audit qu'il a découpé, il va le retrouver ici dans un de ces espaces vectoriels. Et là, il va voir, quand vous lui parlez, par exemple, je fais un audit, il peut être audit qualité, comme ça peut être audit comptable. Pour lui, le mot audit, il va être dans un espace vectoriel où il y a le mot qualité, il y a le mot sécurité, le mot production, et dans un autre espace vectoriel où il y a le mot comptabilité et autre fiscalité. Si vous ne lui donnez pas d'autres informations, c'est là qu'il va commencer à se brouiller, à vous donner des réponses ou halluciner. Donc pour lui, audit, qualité, voilà, ce sont des mots proches, donc il va raisonner dans cet ensemble-là. C'est pour ça que deux questions vont donner des fois des réponses un petit peu différentes. Pourquoi? Parce qu'il va revenir dans un espace vectoriel et à chaque fois il va se dire quelle est la probabilité du mot qualité qui soit le plus proche d'audit. Il va dire par exemple 90%. Donc il va choisir qualité. L'exemple de tout à l'heure où j'ai dit les ailes d'une vache, quelles sont les couleurs? Parce qu'il va trouver le mot vache, il va trouver le mot noir à côté plutôt, le mot aile un petit peu éloigné, mais il n'y a rien à côté. Donc il va coller le mot noir à côté. Il va combiner comme ça. Bien sûr, c'est tellement rapide maintenant. Mais une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, derrière on sait comment la machine raisonne. Et c'est pour ça qu'on va aller vers le prompt, comment améliorer la technologie du prompt pour pouvoir en tirer un maximum d'informations. Ce qui est très important, ce qui a développé cette façon des agences qu'on appelle conversationnelles, donc la façon de répondre comme des humains, c'est la notion de sémantique, parce que cette façon de rapprocher les mots, c'est le fait de mettre les mots dans un contexte.
bien donné. C'est ce qu'il y a, c'est ce qui. Voilà. C'est pour ça qu'on lui dit bonjour, ils vont vous dire bonjour, comment ça va. C'est que comment ça va, ça pose le bonjour, tout simplement. Et derrière, il n'y a pas de personne, il y a qui répond. Autre notion, je passe rapidement pour aussi un petit peu. Tout à l'heure, je parlais de chatbot. Comment améliorer, comme je vous l'ai dit, vous pouvez télécharger votre IA ou vous pouvez prendre une IA et lui améliorer ses capacités. On peut améliorer les capacités de l'IA en utilisant la RAG. La RAG, donc, c'est la génération augmentée par récupération. Donc on va lui donner, comme ChatGPT, quand vous lui donnez un document, c'est de la RAG. Donc il va vectoriser le document, le mettre dans sa mémoire à lui, et il va le consulter. Donc il a sa base de données sur laquelle il a été entraîné, mais vous lui rajoutez, par exemple, vous lui donnez le standard IFS en RAG. Donc comme il n'avait pas avant, vous augmentez ses capacités à raisonner. Mais c'est pas aussi simple, c'est pas juste, il va pas juste lire le document. Le document, il va le diviser, on appelle ça en chunk, en petites parties, parce qu'il ne sait pas lire, donc il va le diviser. Et là où il peut être brouillé, par exemple, pour lui, un titre dans un document, c'est pas un titre, c'est juste pour lui, c'est juste une information. Donc des fois, il peut mettre un titre à côté d'un autre paragraphe. Donc des fois où c'est ça, il se trompe. Et à partir de là, donc il va les vectoriser et les utiliser. Donc là, je ne vais pas plus loin là-dessus, c'est juste pour vous dire, voilà, il y a moyen d'améliorer les capacités d'une IA. Alors, par contre, là, c'est là où on peut tous s'améliorer, c'est voilà, comprendre le prompt. Le prompt, c'est quoi? C'est comment parler à un LLM, comment rédiger une demande. Et là, ça a un impact environnemental, comme je vous l'ai dit, parce que entre quelqu'un qui écrit un seul prompt pour avoir une réponse structurée, et une personne qui va écrire plusieurs questions pour avoir la même réponse, ben, on ne consomme pas la même énergie, on ne consomme pas la même eau pour pouvoir refroidir ces machines-là. Donc ça a un impact ici environnemental par rapport au prompt. Alors, le prompt, c'est la consigne. Là, je vous donne un exemple, il y en a plein maintenant qui se développent. La méthode CRAFT, on va essayer de la voir. La structure d'un prompt, c'est toujours contexte, rôle, tâche, format attendu et le temps ou les contraintes éventuelles. On va essayer de les voir ensemble. Voilà, par exemple, là, l'exemple est assez rigolo. Ne jamais parler, jamais dans le sens à ChatGPT, comme vous allez questionner Google. Si vous voulez connaître la recette de la tarte aux pommes, allez sur Google, c'est plus sympathique, ça consomme moins qu'aller sur ChatGPT pour lui demander ça. Il n'est pas fait pour ça. C'est une machine qui est beaucoup plus puissante. Voilà. Premier point, le contexte. Alors, très important, toujours donner le contexte à votre intelligence artificielle. Par exemple, vous commencez, je suis un auditeur IFS Food V8, je dois rédiger un constat. Déjà, vous le mettez dans un contexte bien donné. On va voir comment petit à petit arriver à ce moment-là. Donc, lui donner le contexte dans lequel vous êtes. Je suis auditeur comptable. Hop, il va aller ailleurs. Il ne va plus dans la source qualité, il va aller dans la fiscalité. Donc, le contexte. Le premier, c'est. Le deuxième, très important, le rôle. Votre IA doit savoir ce qu'elle est pour répondre à votre demande. Il faut lui donner un rôle d'expert, toujours. L'expert dans le domaine spécifique, un coach, vous êtes un coach. Okay. Tu es un juriste expérimenté, spécialisé dans la législation européenne des produits alimentaires. Avant même de lui dire ce que je veux, on lui donne le rôle. Donc il sait très très bien qu'il va rester dans le domaine juridique, agroalimentaire, européen, français, parce que vous lui dites expert juridique, pour lui c'est la terre. Donc les données, petit à petit on va cerner. Donc contexte, rôle. Après on passe à l'action. Qu'est-ce que je vais lui donner? Donc l'action elle est claire, elle permet à l'IA de comprendre ce qui est attendu d'elle et de fournir des réponses adaptées aux besoins. Les actions peuvent inclure des réponses à une question, une génération de texte ou d'idées. Tout simplement, commencez votre phrase par ta mission, et ce n'est pas la peine d'être poli avec une IA. Je vous prie de, ça se fout complètement, c'est une machine. Ta mission, c'est toujours, allez, ta mission est de rédiger un constat d'audit clair et professionnel sur la base de notre donnée. Voilà ce que tu dois faire. L'action, elle doit être claire. Si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez de l'IA, c'est pas elle qui va savoir. Il faut se questionner un petit peu avant. La forme, là, c'est à vous de développer la forme. La forme, c'est comment vous voulez structurer la réponse. Parce que quand vous lui dites, faites-moi un article, on va voir un exemple sur la législation alimentaire,
c'est quoi? Une page, 2 pages, 500 mots, un livre, pour lui un article. Donc il faut structurer, il faut lui donner un petit peu plus d'informations. Là par exemple, présente le résultat sous forme d'un tableau comparatif suivi d'un résumé avec des points essentiels. Donnez-moi les points positifs, les points négatifs de... ça c'est très important pour qu'il structure sa réponse. Enfin, le temps, ça permet aussi d'adapter le style de communication. Adopte un ton dynamique, encourageant tout en restant professionnel, c'est important. Adopte un ton destiné à des enfants, il va changer complètement de façon. Tu t'adresses à des professionnels, il va rester dans un cadre. Utilise un ton ironique, il va être sympathique, amusant. Donc très important d'avoir ces points-là pour faire un prompt. Alors, le mauvais exemple, Oui. J'ai une question sur ça, et j'ai vu sur le fil internet, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, qu'il disait qu'il y avait des codes précis pour dire fais un ton, enfin, c'est à destination d'enfants, et c'était une succession de codes. Alors, il y a la température, on va juste utiliser maintenant je vais juste vous dire, dans un niveau avancé de prompt, on peut utiliser la température. Mais comme vous dites, le public, je ne sais pas, peut-être c'est possible, mais je n'ai pas encore exemple par un de code, c'est possible. Mais effectivement, mais là voilà, petit exemple, je te prierai, et des fois, voilà, avec mes remerciements, ou merci, ça ne sert à rien, on s'en fout complètement. Vous brouillez, donc, voilà, sachant qu'il peut parler avec toute la terre, donc vous imaginez que culturellement, la notion de politesse, quand on écrit quelque chose, elle est complètement différente. Alors, Advanced Prompting, là, on rentre un petit peu dans avec des notions de prompt un petit peu plus évoluées que tout à l'heure. Là, je vous donne vraiment des pistes pour faire sortir le maximum de votre IA quand vous avez besoin d'informations. Premier exemple, le découpage. Le découpage, c'est de segmenter une consigne complexe en sous-instructions. Là, je donne des exemples. Par exemple, vous voulez créer un module de formation avec votre IA. Mettez des étapes. Là, par exemple, vous lui dites, première étape, identifie les objectifs pédagogiques de, par exemple, formation sur l'IFS. Propose une progression pédagogique en 4 modules. Deuxième étape, il va travailler sur le 1, travailler sur le 2, le 3. Décrit pour chaque module le contenu, la durée, les méthodes pédagogiques présentielles, études de cas. 4. Fournit un exemple de support pédagogique pour chaque. 5. Rédige des critères d'évaluation des acquis pour chaque. Donc, au lieu de lui dire « fais-moi une formation avec des acquis, machin », non, vous découpez étape 1, 2, 3, il va structurer, vous allez avoir une réponse beaucoup plus performante, vraiment presque prête à utiliser, juste à relire des fois. Donc utilisez cette méthode de découpage, très très important et intéressant aussi. L'inclusion de références, si vous avez des références. Là par exemple, lui donner une référence, ça veut dire là dans notre métier une norme, un guide, une réglementation. Dans le domaine quotidien, ça peut être par exemple, vous avez un auteur ou un écrivain préféré, écris-moi selon le style de Victor Hugo, par exemple. Il va s'inspirer de tous les livres qu'il a dans sa position. Donc là, c'est aussi intéressant de le mettre dans un contexte bien défini. L'exemple, si vous avez... Oui. Oui, une petite question, parce qu'on est quand même dans un monde assez réglementé. Les normes, ils sont propriétés des organismes de normalisation, oui. Des fois des propriétaires comme l'IFS. Tout à fait. Est-ce qu'ils ont été absorbés par l'IA déjà à l'origine? Et dans ce cas-là, où sont les droits intellectuels? Est-ce que nous, on a le droit de réutiliser aussi ces éléments-là dans les recherches? Alors, d'après les réponses que je reçois en travaillant comme vous, en tout sur les normes, il y a des normes qu'il n'a pas. Par exemple, l'IFS, il ne l'a pas. Je ne sais pas la version 5. Il ne l'a pas, pourquoi? Parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est propriété privée, donc on va pas, il y a tout ce qui est propriété privée, ils n'ont pas été entraînés là-dessus. Par contre, je vous l'ai dit, il a eu accès à tout ce qui a été documentation sur ces normes-là. Déjà sur le net, donc même si on n'a pas l'IFS, on peut trouver énormément d'informations là-dessus. Les exigences, les FAQ, des blogs comme les tailles, ça il les a. Après, on va dire, pourquoi on a mis des ChatGPT et machin gratuitement pendant plus de 2 années, il y a eu des milliards de personnes qui ont utilisé et qui leur ont donné. Et ces données-là ont été utilisées pour les entraînements. C'est normalement quand on achète une norme, elle est nominative, alors que pour les personnes, on va dire, c'est un collègue, etc. Ouais. En France, c'est la FNOR qui va regarder ça, ils sont tracés. Ouais. Je me dis ici, on fait un prompt et qu'on dit tiens, moi, je te télécharge l'IFS ou l'ISO 22000, voilà. Ouais.
Le risque, effectivement, il y a presque plus de droits. Il y a énormément de procès actuellement, hein, parce qu'il y a des livres aussi qui ont été. Le problème, c'est que si vous lui dites écris-moi l'IFS, je ne veux pas acheter l'IFS, supposons que l'IFS est payante, ou l'ISO 22000 est payante, je ne veux pas l'acheter, je viens à ChatGPT, rédige-moi l'ISO 22000. Le problème, il peut rédiger la 22000, mais il est capable de vous faire une pseudo 22000 aussi et vous la donner. Après, pour la comparer, vous allez avoir l'original pour relire, donc c'est un travail qui est un petit peu compliqué. Mais la problématique de effectivement l'information et le droit de production, c'est un gros problème aujourd'hui. Sachant que les dernières versions, si vous avez ChatGPT, la version payante, elle a accès à Internet. Donc, là, on va voir peut-être quelques exemples. Quand vous utilisez le mode agent, il va consulter Internet, il va vous dire ça je l'ai pris de là, ça je l'ai pris de là, ou je suis allé sur le site de l'AFNOR, je n'ai pas pu ouvrir la 22000 parce qu'elle est payante. Et là aussi il va vous dire. Mais à ce niveau-là... Si je peux donner un exemple, nous on est certifié ISO 27001. Maintenant, dans le cadre de l'intégration de AI ou IA dans notre logiciel, on doit être vigilant et se questionner sur le fait qu'on va commencer à utiliser IA dans notre ISO 27001. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en ChatGPT, voilà, on est quasi-doc, on est certifié ISO 27001. Quels sont les chapitres dont vous pensez qu'on doit être vigilant? Il vous donne, voilà, chapitre tac, 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 et puis tu vas toujours en détail, hein. Tu commences comme ça c'est le chapitre. Alors, est-ce que vous pouvez me dire à quel point on doit, pour ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Et finalement, on a maintenant une nouvelle clause dans notre... et ça a pris... 5 minutes, ça. 5 minutes, et Yohan, le propriétaire qui s'y connaît, il a lu, par sa cloche, voilà, et c'est fait. On a un nouveau chapitre dans notre ISO 27001. Aujourd'hui, il y a une norme certifiable sur les systèmes utilisant les IA, il y a 46 000. 42 000. Mais ça, on l'a vu comme ça, c'est-à-dire qu'on a certains de nos clients, effectivement, qui, on voit bien, ils posent la question, je dois être certifié telle norme. On a parlé de Calliope, on en a parlé tout à l'heure. J'ai fait le test la semaine dernière sur ChatGPT justement. Obtenir la certification Calliope, j'ai fait toute une recommandation. Enfin, effectivement, j'ai fait 3 fois, 4 fois la recherche le lendemain. Sur le lendemain, c'était pas tout à fait la même réponse. À chaque fois, c'est enrichi d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Mais il fait vraiment le rôle d'un consultant parce qu'il décrypte la norme, il dit attention, les points importants, c'est ça, ça, ça. Ouais. Je dis quand on se préparait pour l'audit, il dit alors attention, il y a tel point, tel point, tel point. Et je pense que plus les gens mettront des fiches d'écart dans ChatGPT ou des réponses, etc., plus les gens arriveront avec des trucs un peu plus près. C'est pareil, hein, si tu poses une question ici aux 15 consultants sur un cas précis, tu n'auras pas 15 fois la même réponse. Exactement. Il faut savoir, c'est des bêtes qui ont été alimentées pendant 2 ans partout. Qui parmi nous n'a pas mis un constat sur ChatGPT? Je me rappelle très bien, la version 3, il ne savait presque même pas ce que c'était que l'IFS. Aujourd'hui, vous lui donnez un constat, il vous donne l'exigence. Et est-ce qu'on peut demander à Chat, par exemple, de nous donner le prompt qui serait mieux? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut demander à l'IA de nous donner le prompt qui permettrait moi, entre autres, j'ai fait une petite école. J'ai des dossiers, j'ai un des dossiers, j'ai placé à école de prompt. Je lui ai donné le rôle d'ingénieur en prompt ingénieur, et je lui ai dit de m'apprendre comment prompter. Donc il m'a fait à chaque fois des exercices, des exemples. C'est lui, c'est très simple. Il m'apprend comment discuter avec lui. Il n'y a pas mieux qu'une IA pour dire comment. Il dit comment tu marches, comment tu fonctionnes, et petit à petit, on comprend. Oui, tout à fait. Il peut vous faire ça. Sachez que nous, on est dans un domaine très limité. Vous voyez les codeurs, maintenant les développeurs, ce qu'ils font avec ces bêtes-là, mais aujourd'hui, on ne code plus. Il n'y a plus de... Aujourd'hui, il y a les dernières évolutions de Claude, vous lui donnez le nom d'un site web, prendre le site de Mutual Audit, il vous copie le site web, vous donne le code du site et il vous le copie, vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est des machines, parce que c'est leur langage, le JSON, le Python, c'est pour eux, c'est leur langage, c'est très performant. Si je demande de refaire la photo là avec une
Une meilleure Charlotte, il me le fera, ça. Ah non? Si je veux me refaire une photo avec une meilleure Charlotte, il me le fera. Mais bien sûr. Bien sûr. Tout est possible. Tout est possible. Ouais, ça la fout mal. Ah, parce qu'elle est trop jolie. Moi, j'ai privilégié l'aspect élégance. On te l'avait dit. En fait, toutes les ongles manucurés, quoi. Avec l'IA, il n'y a que la limite de votre imagination. Le reste, c'est possible. Alors, autre méthode d'itinérance, si vous avez de grands projets avec l'IA, comme vous dites, hein, comme ça par exemple, un cahier de charge, un contrat, vous pouvez travailler par étapes. L'itinérance, c'est travailler par étapes. Vous commencez, déjà vous savez ce qu'on veut, vous lui balancez un petit prompt, à partir de là, vous rajoutez des choses, vous rajoutez des choses, il commence à construire. Parce que vous allez limiter sa capacité d'halluciner. Je parle vraiment de gros documents. Ça, c'est très important aussi, c'est très intéressant. Est-ce qu'elle est capable aujourd'hui d'aller sur l'analyse de risque? Oui. Je vais l'analyse de risque. Oui, mais encore une fois, mollo, parce que les réponses qu'on a, si on connaît son sujet, c'est très bien, parce que ça permet vraiment d'ouvrir le champ et de penser à quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Si on ne connaît pas, plus l'accès à des informations, plus ça va être... Là, on parle encore de LLM, on est très limité par rapport à l'utilisation. Je vais juste arriver un petit peu au mot d'agentique, après comprendre un petit peu où ça peut aller, et on va aller petit à petit vers l'IA, ce qu'on appelle l'IA généralisée. On ne parle plus aujourd'hui d'IA, mais l'IA généralisée, c'est ce qui sont en train. C'est pour ça qu'on fait des serveurs énormes actuellement dans le monde. Alors la notion, vous avez parlé de chiffres, la seule notion de chiffre que je connais, c'est ce qu'on appelle la température. La température, pour l'IA, c'est un paramètre. Pour les ChatGPT version payante, vous pouvez la régler vous-même en précisant les températures. Dans votre prompt, vous pouvez le rajouter. Vous pouvez lui dire avec la température elle est de 0 à 1, plus ça va, plus elle est élevée, plus il va vers l'innovation, il va faire, vous lui donner la liberté. Si vous allez par exemple, si vous voulez qu'il écrive un poème, vous avez intérêt à mettre une température très élevée où il va se lâcher complètement. C'est très sympathique. Si vous voulez des textes vraiment réels, structurés, professionnels, vous pouvez lui préciser une température un petit peu plus basse. Donc là, par contre, la température, on est bien sûr qu'il l'utilise pour améliorer sa réponse. La température, tout simplement, comme on a vu tout à l'heure, le petit schéma en 3D, ça va lui permettre de choisir les mots, la probabilité des mots qui sont plus proches par rapport à d'autres. Donc on lui met un critère température. Vous pouvez lui donner cette information. Vous pouvez utiliser ces exemples-là qui sont température basse. Vous pouvez lui dire, vous donnez votre prompt, après vous lui dites que vous utilisez une température de 0,8 par exemple. Ou essayez de le faire. Une fois vous mettez 0,2, une fois vous mettez 0,8 et voir un petit peu la réponse, qu'est-ce que ça donne. Sur, comme vous dites, une histoire pour un enfant, ou sur un poème, ça fait sympathique de voir un petit peu sa capacité à créer. La création, elle est très intéressante. Une pose une question en bactériaux, à 0,2 il va te parler de 10, à 0,8 il va t'inventer. Et donc ça permet de limiter les hallucinations? Oui, ça permet d'être inventif ou pas en fait. Alors, vous voulez écrire un article sur la microbiologie, il peut être très inventif, par exemple futuriste, ou être vraiment terre à terre et parler de la réalité des données qu'il a. Peut-être deux choses différentes. Les gremlins, par exemple, ils étaient sur une température. Les gremlins, c'est de la microbiome, les gremlins. Oui. Une température, Oui. Ils ont Alors, les limitations de style, là aussi, ça c'est très simple. Juste à la fin, vous lui dites utilisez un style professionnel. Sinon, là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais dans notre métier, toujours lui dire professionnel neutre, ne donne pas ton avis. Par exemple, on l'utilise pour interpréter, rédiger des constats. À un moment donné, il faut lui dire ne pas donner de recommandations. S'il met une recommandation dans le constat derrière, ça devient du conseil. Et parler, hein. Pas... Ah oui, parlez. Moi je parle. Hein. Ah oui, parlez, oui, bien sûr. Je n'écris pas, je parle. Avec votre téléphone. Je l'ai dit, l'outil qu'on a développé pour faire des rapports d'audit, vous lui parlez. Il ne faut pas taper. Ça fait de la transcription. Faites quand on parle, il faut savoir que l'IA n'enregistre pas et ne comprend pas ce qu'on lui dit. Elle va retranscrire le vocal
on écrit, et elle va tokeniser de la même manière. Donc ce sont des étapes qu'elle fait en une fraction de seconde, mais elle n'écoute pas, elle n'écoute rien du tout. Mais l'IA peut voir aussi. Maintenant, on a des IA avec le téléphone. Prenez une photo, une vidéo. Ah ouais, c'est mieux de parler. Ah non ? Moi, j'aurais tendance à croire que ce serait mieux d'écrire, parce qu'en écrivant, on organise aussi notre pensée, on est un peu plus. Je suis d'accord avec vous. Pour vous, si vous voulez parler, c'est plus vraiment des choses. Mais quand vous voulez écrire, moi, ce que je fais avec l'outil que j'ai actuellement, je n'ai pas changé de méthode, je prends des notes sur mon papier, je ne vais pas balader avec mon téléphone dans une usine. Après, dès que je rentre, j'ai un petit moment, je prends mes notes et je les lis bêtement. Comme ça, dans le vrac. Vraiment des notes, date, procédure, machin, opérateur n'a pas respecté. Je donne tout en vrac et lui va organiser pour moi. Mais effectivement, écrire, ça donne effectivement la possibilité de faire ça. Alors, je reviens un petit peu au sujet que vous allez avoir cet après-midi, mais c'est un petit peu la suite, hein, on est là-dedans. L'IA assistant RMQ, passer plus de temps. Voilà. Le but aujourd'hui, on oublie complètement cette notion où l'IA va remplacer l'homme, ça c'est clair que non, mais elle va l'assister, elle assiste et elle va l'assister de plus en plus. Donc comment utiliser l'IA pour vraiment l'RMQ, l'auditeur, le formateur sur terrain, voilà, pas sur terrain, mais lui donner la possibilité d'être plus sur terrain en lui enlevant le temps de, comme votre logiciel, votre SaaS, effectivement ça permet à la responsable qualité de faire son travail, ne pas de rester sur le PC à taper, à mettre ça, à demander un certificat, donc l'idée elle est là un petit peu. Ça va quand même supprimer énormément de postes intermédiaires. Oui. Ça va créer, oui, je suis tout à fait d'accord. La même révolution qu'il y a eu d'Internet ouvrier au moment de l'automatisation, on va avoir la même chose là pour les gens du surciel. La question c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, un petit cas d'usage que tout le monde utilise, hein. C'est un cas d'usage que tout le monde utilise. Mais là, on est sur un outil aussi de la suite de tout à l'heure, de cette époque, l'outil qu'on a développé. Exemple, voilà, vous mettez votre constat. Surveillance de la qualité de l'eau n'est pas basée sur les risques, notamment aucun prélèvement n'est réalisé au point d'utilisation en production, alors que l'eau est utilisée en procédé. Voilà. Là, vous lui dites sur quel référentiel vous êtes, et là, il utilise l'IA c'est comme si vous allez vous-même mettre ça avec un prompt, sauf que là, le prompt, il est déjà prédéfini, pré-rédigé. Là, l'IA, on lui a donné ce que c'est qu'un constat, ce que c'est qu'une évaluation A, B, C, D ou majeure, pourquoi c'est les risques. Et là, par exemple, on peut dire, donc là, il a identifié les exigences probables, 4991, 4991, là, on est sur l'IFS, je crois, oui, on est sur l'IFS. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, là, on lui a donné aussi les règles qui ont été données. D'ailleurs, on a une question en tant qu'OC à l'IFS, d'ailleurs, là-dessus. Comment rédiger un constat? Parce que l'IFS a communiqué à un moment donné des bonnes pratiques de rédaction de constat où il faut parler du quoi, du où, du pourquoi et de l'effet dans ces constats. Donc, on a donné à l'IA pour lui dire tu analyses les constats. Et là, il me dit quoi? Le constat relève de la surveillance de la qualité de l'eau. Le où, l'observation est faite au niveau des points d'utilisation en zone de production. Le pourquoi, aucune indication précise n'est donnée quant à la mise en place d'un plan de surveillance fondé sur les risques. Il s'agit vraisemblablement d'une absence de procédure. Le risque, ce manquement peut présenter un risque important de contamination du produit par l'eau, potentiellement non conforme. L'absence de contrôle systématique au point d'usage peut compromettre la sécurité sanitaire et la conformité légale des produits. Et là, il interprète par rapport au constat que je lui ai donné d'une manière bête et méchante. Il me dit que c'est une non-conformité majeure parce que j'ai un risque de contamination du process. Donc là, il fait une analyse par rapport à ce que je lui ai donné. Effectivement, cet outil-là n'est pas fait pour remplacer l'auditeur, mais pour dire à l'auditeur, attention, ton constat tel que tu l'as rédigé, c'est une majeure. Si tu n'es pas d'accord avec le majeur, il faut le modérer. Par contre, le plus intéressant ici, donc au niveau, après la classification, tout ça, c'est d'aller directement avec un petit bouton, générer le plan d'action comme tout à l'heure. Et c'est là où, effectivement, une entreprise voilà, peut aider. C'est-à-dire que tout de suite, après, avec un simple clic, on a l'action correction. L'entreprise doit immédiatement effectuer des prélèvements d'eau au point d'utilisation. Les résultats doivent être évalués. L'action doit être entreprise. Ça, c'est la correction tout de suite. Il donne tout de suite
l'analyse des causes profondes, selon le 5M, chose que personnellement je vois très rarement en entreprise, bien faite, assez compliqué, ça prend du temps, mais là, voilà, le pourquoi 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver au pourquoi 5. Pourquoi aucune formation n'a été... Généralement, on atterrit toujours dans la formation, sur l'analyse des causes, toujours un problème de compétences de formation, d'où l'intérêt des outils aussi pour former. Absence de programme de formation aligné sur les risques et critiques identifiés lors des analyses HACCP. Et là, si on a votre logiciel, tout de suite, on envoie le module de formation sur l'analyse des risques à la personne pour qu'elle soit formée. Et la boucle est faite. Merci. Donc ça, c'est parmi ce qu'on appelle des cas d'usage. Autre cas d'usage aussi en développement pour un autre client. Je prends avec mon téléphone une étiquette, j'ai derrière une armée de petits IA qui me donne tout de suite l'analyse de l'étiquette par rapport à la législation européenne. Là, en 2 clics. C'est parmi les outils aussi qui peuvent aider un auditeur, un inspecteur, un consultant, un cabinet. Si j'ai le cahier de charge du distributeur, tout de suite il va comparer aussi. En deux secondes, il va me dire si la recette est bonne, si le respect de la législation. Donc ça c'est parmi les cas d'usage réellement possibles, imaginables avec une IA. Et dans l'autre sens, si on lui donne toutes les infos pour créer toutes les mentions obligatoires d'étiquetage, il le fait aussi. Les infos, si on lui donne la formule et les fiches techniques des matières premières, il calcule. Mais complètement. Bah oui. Bien sûr. Ça n'a pas de limite. Oui, complètement. Tant qu'il a l'information. Là, pourquoi on n'est pas sur un chat GPT version ouverte. Là, c'est une IA qui a plus d'informations, qui a la réglementation, qui a été testée, qui a été. On s'assure, bien sûr, sur beaucoup de tests, qu'elle ne dise pas de bêtises. Ça veut dire qu'il sait lire alors. Pardon ? Il sait lire alors. La même chose. Là, c'est tout à fait la même chose que tout à l'heure. L'image, pour lui, c'est un ensemble de pixels. Il va tout simplement la défragmenter en pixels, les pixels en 0, 1, 2, et on passe par la vectorisation. C'est le même système. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas voir. Enfin, je m'arrête là-dessus. La finalité de tout ça, pour revenir à responsable qualité, c'est un petit storyboard qu'on a fait pour le projet final qui sera peut-être s'appellera Bob. Bob, c'est l'assistant de qualité, c'est l'assistant qualité, c'est l'assistant qui, voilà, ça c'est le responsable qualité qui rentre le matin dans son bureau, il va lui dire bonjour, il y a une nouvelle réglementation sur l'emballage qui est apparue, voici le résumé, je vous fais un petit podcast. Le podcast c'est vraiment deux personnes comme un journaliste qui pose des questions sur le texte. Très intéressant, de 5 minutes, vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'envoyer à vos collègues pour comprendre de quoi il s'agit. Je vous propose de mettre à jour vos procédures achat, votre plan par rapport à la nouvelle réglementation. Il a accès à la procédure, il les met à jour en 2 secondes. Après, il lui dit, vous avez programmé un audit RH à 10 heures, le plan d'audit est préparé, j'ai pris en compte les actions et les non-conformités des 2 dernières années pour préparer votre plan d'audit. Votre checklist est prête, vous faites votre audit avec votre téléphone, le rapport il est là, les constats sont là, les propositions de correction d'actions correctives sont là, et la boucle. Et à fond, c'est toi qui vas retrouver les responsables qualité. Il n'y a pas les responsables qualité, il a raison. Donc, risque, je fais rapidement les risques ou opportunités. Voilà, confidentialité des données, je pense que vous avez des questions là-dessus, mais c'est un sujet qui a été débattu en long et en large. On n'intègre pas aussi, c'est parce qu'il y a le problème de capacité de traitement des gens, parce que là, le responsable qualité qui va être sollicité, du coup, parce qu'il y avait des tâches aussi qui n'étaient pas très intéressantes, mais qui permettent de mettre le cerveau un peu au ralenti. Là, le responsable qualité, à la fin de la semaine, il explose. Avec ça ? Oui, mais parce que du coup, en fait, le responsable qualité, il aura plus de temps pour être là où il doit être, sur les machines, sur les opérateurs, parler avec des gens, discuter, être sur terrain. Il se retrouve en gestion de crise tous les jours, en fait. Parce qu'il passe son temps à gérer des choses actives tout le temps. Et il va mourir.
Alors sinon, On pourra en débattre, de toute façon on va continuer à en débattre. Oui, c'est pour les questions, voilà, je pense qu'il est temps de manger, tout le monde a faim. Ouais. Non, mais puis même, voilà, si on peut en débattre, même de plus de temps. Parce que, voilà. Si vous avez des questions sur la confidentialité de comment c'est traité, ces choses-là, je ne suis pas expert là-dedans, mais on peut continuer d'en débattre cet après-midi. Voilà. C'est super, en tout cas. Merci. Super intéressant. Super intéressant. C'est quoi la grande complétie? Qui présente l'outil avec lequel j'ai fait s'appelle Prezi, P-R-E-Z-I. Je vous l'envoie, cette présentation-là, je peux le mettre en PDF, je vous l'envoie, parce qu'elle est un petit peu plus riche.